Et toi, Bernadette, les chemises que tu vends sont fabriquées en France, mais comment tu fais pour donner aux consommateurs envie d'acheter tes chemises? Eh bien, déjà, nous avons encore un réseau de détaillants, mais qui s'amenuise. Donc, c'est eux qui font un travail de conseil. Ensuite, nous avons repris également le site de vente en ligne de la chemise française. Donc, nous sommes la chemise française. Euh, Par ce biais-là, donc par le biais d'Internet, nous communiquons avec le consommateur aujourd'hui directement. Donc, nous sommes un peu B2C. Ça nous permet un petit peu d'éduquer le consommateur, mais nous sommes bien conscients, nous n'avons pas une grande production. Et nous avançons petit à petit, mais c'est toute une reconstruction qu'il y a à faire et qui restera compliquée. Après, je pense qu'il y a toute une génération moi je les appelle les trentenaires, qui aujourd'hui a pris conscience de l'intérêt d'une production locale, de s'approvisionner à proximité. Et, euh, et donc, c'est comme ça que, bon, nous vivons, mais nous survivons aussi. C'est-à-dire, nous avons été fondés en 1947 et nous sommes aujourd'hui en 2020. Aujourd'hui, quand je me retourne 15 ans après la mise en route de ce projet, après avoir repris cette entreprise, je me dis, bon, nous aurons été la génération du tenir bon. J'espère que ceux qui suivront pourront les amener toujours plus loin, ces entreprises. Voilà, donc c'est extrêmement complexe. Ce qu'il faut, c'est pas être trop grand pour être toujours à la mesure de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut servir. Aujourd'hui, ce que nous avons avant tout, c'est un savoir-faire que nous commercialisons. Et puis, nous avons de la chance, nous sommes vraiment la dernière marque de fabricant de chemises, c'est-à-dire qui, depuis l'origine, conçoit et fabrique des chemises. Et nous en proposons toujours. Et voilà, nous essayons de garder le niveau entre une structure de coût, les ventes que nous pouvons faire, donc de trouver nos équilibres là-dedans. Mais c'est extrêmement complexe, mais c'est aussi intéressant. Voilà, donc l'aventure Covid a été très intéressante. L'aventure par la vente en direct, par la vente en ligne est également très intéressante. Ce sont des aventures différentes et il s'agit à chaque fois de se réinventer et voilà, et de bien prendre conscience de ce que nous sommes avant tout. Nous sommes avant tout un savoir-faire. Et toi, Voilà. Et Patrick? puis aussi Ah, prendre conscience, est-ce que nous sommes encore la France? Est-ce que nous allons exister comme France ou un petit point dans le monde? Voilà, faut être très réaliste de tout ça. Et puis, il faut aussi prendre conscience que nous sommes dans un pays euh, où la production, l'industrie a été fortement abandonnée, où il y a une très grande différence entre le discours politique et la réalité sur le terrain. Et puis, il y a une très grande, il y a une grande, il y a un ravin entre la réalité économique et le peuple français aussi, entre ce qu'il veut faire, ce qu'il veut aider, veut réaliser, les priorités qu'il a. Voilà, donc le Made in France a un coût parce que oui. pour fabriquer en France, il faut payer des salaires français. Alors, Oh, elle a tout à fait raison, mais par contre, je rebondis quand même sur un point qui est vas-y, très vas-y. important. Aujourd'hui, les choix politiques, ils guident quand même les orientations par rapport à l'avenir, par rapport aux générations futures. Je prends l'exemple. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, on a vu un certain nombre de pays. Je vais prendre l'exemple, peu importe Trump, il est ce qu'il est. Mais si je prends l'exemple américain, aujourd'hui, on donne la possibilité d'acheter si besoin est, et quand il y a des appels d'offres, au lieu de donner la liberté aux moins 10 ans, on dit écoutez, 30% des entreprises doivent être des entreprises locales, donc américaines. Je donne effectivement ce choix-là. Imaginons demain, on aurait appliqué, l'État français aurait appliqué cet exemple-là. On aurait donné 30%, peu importe le chiffre, ça peut être 25, ça peut être 40, Mhm. mais on aurait donné un pourcentage de fabrication de masques obligatoire. Au lieu de prendre les 6 milliards à l'étranger, on a pris 1 milliard en France. On va parler vraiment sur des chiffres réels, concrets de ce qui s'est passé en ce moment. Ce milliard en France, on va privilégier toutes les entreprises françaises. On aurait
réindustrialiser cette activité textile parce que ça aurait donné du travail pendant des mois, voire même au moins une année. On sait qu'aujourd'hui, on est tributaire d'un vaccin, j'en parle pour l'épidémie actuelle, donc, ou la pandémie, mais qui pourrait revenir, ça pourrait aussi autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on repense effectivement à être suffisamment prêt pour d'autres difficultés éventuellement qui peuvent venir prochainement. Si jamais nous avions fait le choix stratégique de dire, eh bien on prend 30% ou le pourcentage comme on a dit, pour fabriquer français. On aurait fait la relocalisation, redévelopper de l'emploi, développer de la formation. Quand on pensait rattraper le delta et le manque et les déficits qu'on va avoir maintenant par rapport aux certains dépôts de bilan, voire des licenciements qui vont avoir lieu, on aurait plutôt réduit considérablement cet écart-là, mais on aurait donné à la France, de ce qu'il y avait déjà il y a quelques années, l'activité textile qui prendrait sa place. Imaginons, comme elle dit effectivement, parce qu'on a des ressources, et on a le savoir-faire, et on a la main-d'œuvre. Donc là, elle parle de 1947, donc ça se perpétue et on est en 2020. Donc ça veut dire qu'après, elle va bientôt être centenaire, cette entreprise, et elle a toujours existé. Mais c'est formidable, mais c'est très beau. Nous, on date de 1834, donc l'usine principale du groupe, elle a 186 ans. On a toujours défendu le Made in France, mais on défend le Made in France qui a une valeur à l'export et à l'étranger. Mais pas en France. Exactement, mais il a très peu de place ici. Ici, on va consommer chinois, et le français, on va le voir côte à côte, partout, parce qu'il est plus cher. Eh ben non, on va aller, effectivement, mais ça, c'est la culture du consommateur. Bien, donc il y a une catégorie qui va choisir le français, il y a une autre catégorie, une grande catégorie, on va dire, on va choisir effectivement le produit d'importation, c'est le prix qui va le dicter. Mais si les choix politiques et stratégiques seraient plutôt dans une vision d'avenir, dans 20 ans, la France pourrait exporter du textile. Dans 20 ans, on aurait des centaines de milliers et des millions de personnes. On aurait créé une filière qui serait tout à fait capable, demain, d'exister pleinement et d'être un... Pourquoi le Portugal l'a fait? Pourquoi la Turquie l'a fait? Pourquoi la Chine l'a fait? Pourquoi ces pays, ils ont fait ça? Mais ce n'est pas une vision qui se construit au bout de 3 ou 4 ou 5 ou 10 ans. C'est quelque chose qui se construit sur des générations. Si aujourd'hui on aurait profité du Covid comme une... Certes, c'est qu'il y a du négatif, mais il y a aussi beaucoup de positif. Comme une aubaine. Et donc on a appris quand même beaucoup de choses. Donc à la limite, pourquoi ne pas rebondir positivement par rapport à ça? Hier soir, on l'a entendu dans le discours, il faut se reconstruire. Il y a le problème écologique. Il l'avait effectivement cité tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu tous ces produits en dehors du non-respect effectivement des situations de production qu'on trouve ailleurs, par rapport aux difficultés que nous avons ici, que nous respectons pleinement par rapport à ce qui se fait en France ou en Europe, et même si nous sommes contraints par un marché européen, mais nous avons quand même la possibilité aujourd'hui, objectivement, de pouvoir lever le drapeau haut et fort et dire « nous sommes capables, on a prouvé que nous étions capables ». En un délai record, et nous avons su rebondir. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité, la saisir pleinement et dire « ok, eh bien maintenant peut-être on va faire non pas une réflexion, parce qu'il faut un arrêt maintenant dans les réflexions, agissons, allons-y dans l'action, et puisqu'on a su le faire en l'espace court, c'est-à-dire de quelques jours, voire quelques semaines, ça veut dire que nous avons la capacité demain également de se réinventer, de se créer, de créer une vraie filière, de l'asseoir davantage en France, de créer de l'emploi, de créer de la formation et d'apporter de la richesse. Et ça, si stratégiquement c'est fait à une échelle nationale et politique fort, avec des acteurs qui seraient en mesure de prendre les bonnes décisions, là oui, je peux vous dire que le challenge, il sera fait et on aura réussi quelque chose en effet de fort. Et là, on va sortir grand de cette pandémie et je peux vous dire qu'on sera fiers de l'être. Donc le discours d'hier soir d'Emmanuel Macron, il a été extrêmement clair là-dessus. Et il a parlé effectivement d'écologie, il a parlé de retour, il a parlé de consolidation. C'est un exemple type, c'est un vrai business model aujourd'hui qui pourrait être le cas. Agissons, prenons les bonnes décisions. Oui. Ouais. Moi, quand vous m'avez invité à cette émission, je vous ai demandé quel est le thème de l'émission, etc. Le textile. Le textile, en fait, aujourd'hui, on le voit, à cause ou grâce à la pandémie, malheureusement, c'est le révélateur de cette équation économique mondiale et de l'équation économique de la France à travers cette équation économique mondiale. C'est vraiment le révélateur aujourd'hui qu'on a les capacités de faire. Comme disait madame, on a le savoir-faire. Il faut aujourd'hui qu'on soit accompagné beaucoup plus, que cette filière-là, elle puisse s'exprimer d'autant qu'elle a vraiment été en capacité de produire ce qu'on lui a demandé de produire.
Voilà. Et de manière qualitative. En fait, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et je suis vraiment heureuse d'être là parce que je pense que quelque chose qui nous tient très à cœur, et vous le dites tous en fait, c'est que vous avez été capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un qui dit, il s'appelle William Toffler, qui fait effectivement cette citation pour expliquer vers quoi nous devons aller. Et c'est exactement ce que vous avez su faire. Et cette espèce de dextérité et d'agilité, d'adaptation que vous avez mis en œuvre est un atout extraordinaire aujourd'hui. La question, effectivement, que j'entends chez vous, c'est comment allez-vous faire passer ce message, en fait ? Parce que c'est vraiment ce que vous avez démontré pour être au service, effectivement, social et au service du plus grand nombre. Comment faire pour que vous ne soyez pas déçus, pour ne pas avoir l'impression, effectivement, d'avoir été utilisé et qu'on retourne, comme vous le disiez si bien, dans des systèmes aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous, madame, on écoute beaucoup les gens. Les trentenaires sont aujourd'hui dans une réflexion un peu différente. Peut-être c'est vers cette génération qu'il va falloir se tourner, qui, elle, cherche effectivement peut-être plus d'authenticité. Alors, elle cherche surtout à survivre parce qu'il n'y a plus de base. C'est-à-dire, vous regardez tous ces trentenaires formés au numérique et sortant de très bonnes écoles, derrière, il n'y a rien. Quelle entreprise les attendent? S'ils ne prennent pas eux-mêmes en main l'économie, en remettant en route la fabrication du slip, en remettant en route la fabrication du jean, en remettant même en se mettant à fabriquer des confitures, à planter, en faisant de l'agriculture. Ça fait quand même 50 ans qu'on a détruit ça. Ici, moi, je ne vois pas de problème dans le sens où il faudrait revenir tout simplement à nos fondamentaux. Il fut un temps, les gens, jusque dans les années 80, le peuple français s'habillait avec de la production française et il achetait moins, il l'avait plus, il portait plus longtemps. Une chemise Gautier peut se porter 6 à 8 ans, une durée de vie de 6 à 8 ans. On les a formés au jetable, au supermarché, et je te pousse mon caddie et je te fabrique plus mon gâteau, je l'achète tout fait. On nous a raconté, on a créé une industrie agroalimentaire, mais comment est-ce qu'on l'a créée? En enlevant la valeur ajoutée de l'agriculture. Regardez où ils en sont, nos agriculteurs. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment construit. On a défait, on a pris d'un secteur pour le transvaser vers un autre. Mais de la richesse, au sens propre, on n'en a pas construit. Et c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. On promène de la richesse d'un secteur vers un autre. Mais bientôt, même les retraités n'auront plus les moyens de financer comment ils les appellent, les services à la personne. Tant qu'il y aura des retraites correctes. Mais si on ne les construit plus, on ne les aura plus. Et ce ne sont pas les Chinois qui vont nous les donner parce que tout ce qu'ils nous envoient, c'est un gros virus. Voilà. C'est tout ce qu'ils savent nous envoyer. Donc, ce sont des fondamentaux vers lesquels il faut revenir. Et hier soir, il y a quand même un point. La première fois depuis la mise en place des 35 heures qu'un président de la République a à nouveau prononcé le mot travail. Il faut travailler. Là, contrairement à Angela Merkel, Emmanuel Macron, à la veille du confinement, a eu un discours de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre, il y a eu une crise sanitaire. Mais c'est le seul discours qu'il a su prononcer parce que c'est le seul que les Français entendent. Mais en sortant d'une guerre, il faut travailler. Et le problème, c'est qu'en France, c'est pas qu'on ne travaille pas. Ceux qui sont au travail, ils y sont, mais nous n'avons pas assez de gens au travail. Oui, Pierre Arnaud. Oui, alors j'entends parler de guerre, voilà. Effectivement. Bon, on ne peut pas non plus toujours. Alors que nous avions une crise sanitaire. Oui, mais oui, mais c'est ce que je disais au départ. On est dans une guerre économique mondiale depuis des années. Et ça, les Européens, les Français l'ont pas forcément accepté depuis des années. On a tous un peu contribué à cette problématique économique, effectivement, en consommant, en surconsommant, et des produits des fois de très mauvaise qualité, du made in China, etc. On a quand même aujourd'hui des atouts. Emmanuel Macron a certes pu faire des erreurs, mais aujourd'hui, l'État a quand même assumé, via les prêts PGE,
avec BPI. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec BPI France pendant cette crise sanitaire. On était là, on avait Monsieur Raher de la Direct en Ile-de-France qui était là. Il y a eu quand même un soutien quand même aux entreprises. Et il ne faut pas non plus tout négativer. Il faut maintenant qu'on soit dans le positif. Et je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Les PME, les TPE. Et je pense qu'il faut vraiment regarder cet avenir-là parce qu'il est important. Et il faut absolument que des gens comme vous, madame, des gens comme monsieur Bouaziz et d'autres chefs Patrick et d'autres chefs d'entreprise, il faut aussi qu'on ait tous conscience qu'à un moment donné, la vie sociétale, elle se fait des pouvoirs publics, mais pas seulement. Il faut aussi redonner, quelque part, la parole à ces chefs d'entreprise par des canaux, entre guillemets, de distribution politique, mais surtout factuelle. Et je vous assure, madame, vous auriez vu, c'est la première fois, j'ai quand même l'habitude de pratiquer des gens de cette société politique, et c'est la première fois que je vois, je pense que M. Bouaziz pourra en parler également, un préfet mettre les mains dans le cambouis en direct. Ça a été une révélation. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire, un jeune, Quadra, qui est dans le territoire de Belfort depuis le mois d'octobre à novembre, et qui a fait comme un chef d'entreprise, comme on fait tous, quoi. Voilà. Et ça, c'était, nous, ça nous a donné une bouffée d'oxygène. Et là, même, je pense que dans certains de ses services à lui, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément compris quel était son degré d'engagement, quoi. On était peut-être presque à la place du chef d'entreprise, il s'y mettait, quoi. Voilà. Je l'ai vu, en tout cas, de mes yeux vus, recevoir ces personnes qui sont venues travailler le lundi. Hein, on a commencé à embaucher 6 personnes chez vous, Riyad, et on a monté à 100 dans la semaine, et le préfet était là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une prise de conscience. Maintenant, il faut que cette prise de conscience, elle soit claire, nette et précise, et qu'elle continue. Et effectivement, le travail de la bouche du président de la République m'a fait aussi un grand bien hier soir. Voilà. En parlant d'émotion, moi je vois par exemple pour la photographie, quand on imprime des photos, si on fait développer nos photos en Chine, on aura des photos qui auront des tons qui iront plutôt vers les rouges parce que c'est leur norme avec laquelle ils sont bien, etc. Oui. Toi tu la reçois en Europe, tu fais machin. Si tu le fais en Italie, ça sera plus vers les jaunes. Chez nous, c'est plus, on aime plus ce qui est un peu plus bleuté. Est-ce que pour le textile, le fait de le faire en France, donc par exemple les chemises ou le luxe, est-ce qu'il y a certaines petites normes qui font que du coup on sera bien plus dedans parce qu'on aura un col, je sais pas, un petit peu plus grand ou sur des serviettes où ça sera un peu plus moelleux qu'ailleurs, etc. En ce qui nous concerne, c'était le cas autrefois. C'est-à-dire qu'entre la production délocalisée et la production française, il y avait effectivement des différences de qualité. Aujourd'hui, elles se nivellent quand même. Globalement, elles se nivellent. Ouais, mais après, il y a aussi des préférences intrinsèques. Par exemple, au Japon, ils préfèrent quand c'est un peu plus jaune. Est-ce que, par exemple, dans le textile, nous, on préfère quand c'est un peu plus épais? C'est un cahier des charges de production et après, le fabricant peut le faire. Les unités de production se sont adaptées, se sont adaptées aux différents cahiers des charges. Exactement. Donc, avec le même cahier des charges, après, c'est au niveau de la conception qu'on a des visions un peu différentes. On ne concevra pas pareil en Italie comme on conçoit en France. Mais globalement, ça se terminera par un cahier des charges qu'une unité de production à laquelle elle pourra répondre si elle en a les compétences. Mais dans la plupart des cas, il y a des compétences. Après, on parle toujours de la Chine. La Chine a progressivement acquis parce qu'elle a été formée par des techniciens européens. Les techniques européennes, oui, on les a formés à ça pour justement avoir ce retour, en retour, le produit comme on le veut. Donc, ce sont des choix qui se sont faits, comme ils se sont faits dans d'autres pays d'Asie, ou qui se font actuellement un peu plus en Inde, et qu'on commence à les faire en Éthiopie, par exemple. Le pays où il y a encore quelques décennies, on envoyait plutôt du riz parce qu'ils mouraient de faim. Donc ça, c'est tout simplement la facilité des transports, toute cette organisation, enfin, ces développements technologiques qui ont permis qu'aujourd'hui, on arrive à produire pareil partout dans le monde, quasiment. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. En y mettant. Je suis d'accord et pas d'accord.
Dans ces pays-là, je vais vous expliquer. Dans ces pays-là, aujourd'hui, c'est vrai, ils sont forts pour copier un modèle existant. Vous leur dites faites, ils font. Donc, ils sont très bons pour appliquer à la lettre exactement le cahier des charges qu'on leur demande de faire. Donc, on est fort pour créer, mais par contre, on va leur donner, ils vont exécuter. Donc là, on est sur du mass market, même si c'est qualitatif, mais ça restera quand même, malgré tout, une exécution. Comment aujourd'hui nous sommes capables de nous différencier? Comment on est capable de se réinventer? Comment on est capable d'exister? Comment on peut asseoir notre force demain et continuer toujours d'être un acteur majeur? La France, jusqu'à la preuve du contraire, a toujours été connue par le luxe à la française, par de la haute couture, par le vrai savoir-faire. Le groupe RKF aujourd'hui a réussi à se positionner dans le monde. On est présent dans 77 pays en direct. C'est grâce à nos innovations. Grâce à on a réussi quand même à obtenir 17 awards internationaux face aux Italiens qui effectivement se veulent toujours dans le fashion et ainsi de suite. Et on a réussi à avoir des awards donc, au Parlement européen, à New York, à Hollywood et dans différents endroits ou à Milan. Et toujours des prix or liés que ce soit à l'innovation ou au design. Et c'est parce que nous sommes créatifs et innovants et apportant à chaque fois une vraie valeur ajoutée et en mettant le vrai Made in France dessus, c'est là où on est capable de faire la différence. Mais tout a déjà été inventé, non, dans le textile? Non. Absolument pas. Ah, non. Absolument pas. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 brevets qui sont en cours. J'ai stoppé, j'ai ralenti mes brevets parce que ce n'est pas le moment de les sortir. Mais il est évident, comme les brevets qu'on a eu jusqu'à maintenant, on arrive à innover. Après, les Chinois ou les Portugais sont très forts pour copier. On les laisse copier, ce n'est pas un problème. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans des batailles juridiques. C'est stérile, ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, il faut tout le temps avoir la longueur d'avance. Parce que eux, le temps qu'ils copient, ils le font, ce n'est pas un problème. Mais entre-temps, on aurait innové. Donc on a chaque fois une longueur d'avance qui n'est pas d'une année ou deux. Il faut qu'elle soit un minimum de 5 ans et plus. Et c'est comme ça qu'on arrive toujours à créer une position forte et avoir justement cette différence. Et là, par contre, je reviens en effet sur l'objectif. On dit, oui, effectivement, on a une pression économique, certes, mais quand on crée la différence et quand on a justement cette force d'apporter cette vraie valeur ajoutée, le prix du coût n'est plus réellement l'élément majeur qui va faire la différence. RKF aujourd'hui a réussi à se positionner dans les plus beaux endroits de luxe dans le monde. Et elle a su se positionner. Et face à nous, on a des X compétiteurs qui se considèrent compétiteurs. Moi, je me positionne, je me dis, écoutez, il y a une pyramide, il y a un certain nombre d'étages dans la pyramide. Je me positionne dans le plus grand triangle et je me positionne dans la pointe. À partir du moment où je suis convaincu, l'équipe avec vous, elle est convaincue et vous faites tout pour que ça soit ainsi, je peux vous dire que vous allez l'être. Et effectivement, vous allez le défendre bien évidemment par une longévité, par un certain nombre de choses, certes, mais il faut que derrière le produit le prouve et votre philosophie, votre approche technique, technologique et les moyens que vous mettez en place vous font, ce n'est pas forcément des moyens financiers, mais stratégiquement ce que vous allez pouvoir mettre dans votre produit qui va faire la différence, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous distinguer. Et c'est là-dessus qu'on sera beaucoup plus fort que les Chinois, et c'est là où on pourra faire vraiment une vraie différence, d'ailleurs par rapport à n'importe quel autre produit, y compris européen. Et c'est cette force qu'aujourd'hui on est capable vraiment de nous permettre demain d'aller beaucoup plus loin, comme on l'a fait dans la haute couture, comme on l'a fait dans le parfum, comme on l'a fait dans beaucoup de produits. On peut le faire également demain, également dans le textile. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais, y a deux choses dans leur discours qui ressortent et qui sont, à mon avis, fondamentales. On a parlé des fameux 30% que Trump impose aux entreprises le choix quelque part d'un impôt localisation géographique. Il faut absolument que l'État maintenant prenne en compte ce genre de système de consommation. Pourquoi? Parce que c'est quand même très décrié dans l'intégration européenne. Oui, mais aujourd'hui, l'intégration, l'Europe. On est dans une. Oui, mais l'Europe aujourd'hui a fait EasyJet. Voilà, moi, ma fille qui a 18 ans, elle prend 50 € un billet pour aller à Londres, à Madrid, etc. Et ça, personne ne le décrit. Ça, on est tous convaincus que c'est un bon système. Voilà. Donc il faut faire pareil pour d'autres modèles économiques. La deuxième chose, c'est que en Chine, je suis désolé, où j'entends Bangladesh ou autre, je suis complètement convaincu de ce que je vais vous dire, à savoir que aujourd'hui, on peut pas avoir les mêmes coûts sociaux en France qu'en
qu'en Chine. On ne peut pas exploiter des gamins au Bangladesh ou même des gamins en Chine comme on le ferait aujourd'hui en France. Donc là, il faut absolument revenir à un système qui soit régulé par le politique européen et français. Ça, c'est majeur pour pouvoir assurer un développement qui soit périn et novateur. Et donc je reviens maintenant à la troisième chose qui est dans ce qu'a dit monsieur et dans ce qu'a dit aussi monsieur Bouaziz, c'est le côté aussi compétition. On va assumer cette compétition. Les chefs d'entreprise, il faut leur dire qu'il faut qu'ils soient convaincus d'assumer cette compétition. Création, novation, concepteur, j'ai entendu. Regardez, ça me fait penser à tout autre. On va à Dubaï. Qui c'est qu'on retrouve à Dubaï? Jean Nouvel. Eh ben, c'est un architecte. Il a su s'exporter. Exporter sa création, pareil dans le textile. Donc tous ces éléments-là, tous ces ingrédients, maintenant il faut les mettre dans le bon système, dans la bonne équation économique pour qu'enfin on puisse gagner. Et il faut aussi challenger les autres. Parce que ça, en France, quelquefois, quand on parle compétition, argent, profit, oulala, quel vilain mot, quelle mauvaise chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est politiquement culturel. C'est peut-être pas correct d'en parler, mais il faut maintenant en parler. Et il faut vraiment aller de l'avant. Et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Moi, je proposerais éventuellement de mettre un impôt Covid, mais impôt Covid par rapport aux relocalisations ou à l'importation de biens qui viennent de sociétés où les normes sociales, environnementales ne sont pas les mêmes que chez nous. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il faut jouer avec les mêmes règles. Donc tu es en train de dire que là, le problème, en fait, c'est pas nos savoir-faire, etc. C'est l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Bah, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, c'est pas les chefs d'entreprise. Les Si chefs on dit à d'entreprise monsieur, n'ont pas de marge de manœuvre. par exemple, dans ma boîte à outils, il y a ce qu'on appelle le crédit impôt innovation. Vous savez que le crédit impôt innovation, en France, il est réservé aux gens qui font de la production industrielle. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'une production industrielle. Alors on va voir PSA, alors General Electric, alors Alstom, ils ont le droit de faire du crédit impôt innovation, crédit impôt recherche. Dès lors qu'on parle à l'administration d'entreprises qui font 50 personnes, 100 personnes, on ne sait plus si on est dans l'industrie ou pas par rapport à un volume. Mais c'est pas ça la réalité de l'industrie. L'industrie, c'est quelqu'un qui crée une entreprise de 5 personnes, elle peut avoir un caractère industriel, novateur. Donc c'est ces gens-là qu'il faut qu'on aide. Il faut qu'on élargisse aussi les outils qui nous permettent d'aller plus loin. Voilà la réalité. Et toi, Patrick, comment tu peux faire pour aller vendre de la chemise française, par exemple? Mais par rapport à ce qui vient d'être dit, si elle apporte une valeur ajoutée, à la fois dans son design, dans sa matière, dans son dessin, dans sa fabrication, dans sa durée de vie, dans son utilisation, sur les aspects techniques du produit, elle a une potentialité... Environnementaux. Absolument. Elle a une potentialité commerciale, non pas sur le local, mais sur la France, sur l'Europe et sur le monde. Dans la manière d'être vendu aussi. Et la manière d'être vendu, merci. Fondamental. Absolument. Fondamental. Bien sûr. Bernard Arnault l'a réussi, on est tous capables de le faire. Bien sûr. Si je suis avec vous, moi le textile, c'est pas mon univers, hein, même si je travaille beaucoup effectivement au niveau de la sensorialité avec des gens comme Cartier, etc. Mais c'est parce que pendant des années et des années, j'ai accompagné Bayard et justement sur ce rapport effectivement de l'instant présent. Hein, je veux bien payer plus cher si j'ai vraiment la conscience que ce que je suis en train d'acheter là, il se passe quelque chose entre le produit et moi. Hein, c'est pas le genre de truc que je vais bazarder au bout de 6 ou 8 mois. Je suis pas dans une consommation, je suis dans le plaisir d'avoir quelque chose dedans moi qui me dit que c'est cette chemise-là que je veux, parce qu'il se dégage telle chose et que quand je la touche, il se produit telle chose, et parce que la personne qui est en train de me le vendre est en train de me dire « Oh, vous avez un drôle de sourire, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah ben oui, je me vois pour la fête des pères, ou voilà. Hein, » Il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a aussi la vente. Hein. J'entendais, madame, que vous disiez que vous êtes en lien à distance avec vos clients. Je pense que c'est pas rien. Hein, si vous vendez maintenant un peu à distance. C'est ce qu'Internet permet aujourd'hui, la vente en ligne, c'est-à-dire d'être en... Nous sommes à l'origine un fabricant en B2B. Bon, ce concept-là, il n'est plus tellement... voilà, donc c'est ce qu'Internet a permis, c'est quand même d'avoir un lien direct avec le consommateur, de pouvoir
communiquer avec lui, que ce soit par les réseaux, soit directement par le site, de pouvoir l'éduquer, lui expliquer. C'est une chance. Je vois ça très positivement. Toute l'évolution du numérique. Après, voilà. Donc, nous sommes une PME. Nous faisons avec ce que nous pouvons et nous avançons progressivement. Thomas, le Oui. problème, il n'est pas chez le chef d'entreprise. Moi, chef d'entreprise, j'en suis fier. Mais aujourd'hui, Oui, voilà. culturellement, moi, je suis très heureuse de en toutes France, les personnes il y en que a j'ai amenées combien à la qui retraite plutôt que de les amener à Pôle emploi. Ça, je reste extrêmement fière. Qui est-ce qui a cette culture? Est-ce qu'on n'enseignerait pas à tout le monde d'être fier de notre système, d'être fier de notre pays, d'être fier. Mais moi, je suis totalement d'accord avec vous, parce que je suis expert comptable dans l'activité de la santé, de beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle les professions libérales de santé et autres. C'est quand même fou que dans ce système-là, on forme des pharmaciens, on forme des médecins libéraux, des dentistes, des psychiatres, etc. Quand ils sortent de leurs études, ils ne savent absolument pas comment fonctionne le monde de l'entreprise. C'est quand même incroyable. Personne ne leur a donné des cours pour leur dire, voilà, il va se passer ça, vous allez payer tant de charges sociales, vous allez payer tant d'impôts, vous allez avoir une économique à faire fonctionner, embaucher une assistante, des assistants, etc., pour les emmener dans un système économique qui est le monde de l'entreprise. Mais là aussi, il y a quelque chose à faire, effectivement, à développer et à analyser, parce que comme ma petite là qui a fait prépa HEC, qui a fait HEC derrière et qui a été amener cette valeur ajoutée dans d'autres pays, il faut aussi remettre un petit peu le chef d'entreprise à la mode. Voilà, ne pas le décrier. Oui, on sert à quelque chose. Riyad Bouaziz, il a servi à quelque chose pendant le confinement. Voilà. Et il a fait vivre plus de 100 personnes. Voilà. Et comme il le disait tout à l'heure, ça a rapporté des charges sociales à l'État, ça rapportera des impôts à l'État, etc., etc. Et ça donne aussi une dimension psychologique très intéressante, parce que ces gens-là, ils coûteront moins cher à la sécurité sociale plutôt que d'aller prendre des médicaments oui, ça c'est la réalité. Plutôt que par le bas. Hein. Voilà. Il faut sortir de cette crise par le haut. C'est nivelé par le haut. Oui, voilà. Il faut sortir de cette crise par le haut. Voilà. Il faut qu'on en ait tous conscience. Mais l'exemple vient d'en haut. Pardon ? Mais l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Et les décisions viennent d'en haut. L'exemple et les bonnes décisions. Et les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, absolument. Et ça, c'est fondamental. L'exemple type, je dirais, quand on regarde bien sur les salaires versés par semaine sont en centaines de milliers d'euros et par mois sont en millions d'euros de ce qui a été injecté dans l'économie locale. Donc imaginons que nous sommes en période de crise, en grande difficulté et on se prépare pour la sortie de crise. Et puis nous, on fait à l'inverse de tout, au lieu de réfléchir comment licencier les gens, non, on recrute des gens pour arriver effectivement, et on crée de l'emploi. C'est absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est une vraie réussite sociale et économique qui a été faite. Donc c'est un vrai exemple. Et si en effet, on prend cet exemple-là, et demain on le duplique dans toutes les régions françaises, et on a des ressources aujourd'hui, et qui sont relativement significatives, qu'on appuie davantage avec de la formation, avec de l'accompagnement, ben écoutez, c'est un pari qui pourrait être que gagné sur les 20 prochaines années, et je peux vous assurer que la France pourra devenir demain exportateur de textiles au Portugal, en Turquie et voire même en Chine. Moi aujourd'hui, je vends du linge de maison de luxe en Asie. Je ne vous explique même pas le pourcentage de l'écart qu'il y a entre la production là-bas. Et il y a de la copie de ce que je fais. Par contre, quand on veut chercher le vrai Made in France, on vient nous chercher. Et c'est les Asiatiques qui viennent nous chercher. Parce qu'ils veulent avoir le vrai, ils veulent avoir l'authentique, ils veulent voir la créativité. Quand vous savez que vous avez des archives qui datent des années 1840, 50, 60 et ainsi de suite, et vous savez que vous avez ce savoir-faire exceptionnel, vous avez cette authenticité, ces innovations, tous ces projets que vous êtes capable de faire, et vous a créé une vraie histoire. Ben, on est riche d'histoire, on a énormément à dire, on est capable vraiment de faire des choses absolument exceptionnelles. On est capable de le faire dans la chemise, on est capable de le faire dans le costume, on est capable de le faire dans tous les domaines. Donc, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Pour moi, encore une fois, j'insiste bien, que cette période
c'est une chance parce qu'on a réussi à découvrir les capacités réellement existantes. Peut-être qu'on avait perdu il y a une certaine période, mais on a réussi à les remonter un petit peu. On était tous noyés un petit peu dans, surtout, alors nous on est très orienté export, mais pour des entreprises qui étaient franco-françaises et qui étaient dans une bataille journalière très difficile. Et les règles et la pression économique et les règles du marché, et cette concurrence déloyale, comme a été cité, qui était une vraie réalité, que j'en ai vu dans les Vosges, par exemple, le nombre d'emplois qui ont disparu ou dans le nord de la France, c'est extrêmement regrettable. Et là, je parle sur les 15 dernières années, c'est un vrai désastre. Alors que ce vrai savoir-faire, il est là. Alors, j'ai une question d'un internaute qui dit, question à boulet rouge, c'est la matière première pour le textile n'est pas produite en France. Est-ce que votre concurrence n'a pas justement un accès privilégié à cette matière première? Et du coup, vous, c'est peut-être plutôt vous, le côté hérétique de pouvoir construire ailleurs, enfin de transformer la matière ailleurs? Pas du tout. La matière première, aujourd'hui, je vais prendre le coton par exemple. Vous avez un coton chinois, vous avez un coton turc, vous avez un coton de Ouzbékistan par exemple, mais vous avez un coton américain, vous avez un coton sud-africain, vous avez des cotons de différents pays dans le monde. Vous avez une longueur de fibre et vous avez un coton égyptien par exemple. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que j'en ai à faire qui vient de tel ou tel endroit? Moi, je cherche aujourd'hui la qualité de la fibre, la longueur de la fibre et la résistance et la pertinence de ma matière. Qu'est-ce que je vais faire de mon fil et donc de mon tissu après? Donc d'une année sur l'autre, tu n'achètes pas dans le même pays? Absolument pas. Moi, j'ai une régularité pour utiliser beaucoup du coton égyptien ou du coton américain, le Supima Cotton, qui me donne une qualité, une longueur de fibre continue, parce que j'ai d'un côté le Mississippi ou j'ai le Nil qui me donne une qualité de fibre longue, mais une résistance et surtout un impact, quand on dit par rapport au comportement du produit lui-même, il est indiscutable. Par contre, les Chinois, eux, quand ils vont utiliser un coton chinois qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus court et ainsi de suite, ça leur donne effectivement un produit économiquement beaucoup plus bas. Si demain j'utilise un coton chinois en France, forcément je vais réduire considérablement mes coûts, mais je vais rentrer du coup dans le plus bas de la pyramide, et donc je vais être concurrent aux Chinois. Ce n'est pas mon but. Ça veut dire c'est quoi ma valeur ajoutée? Parce que c'est produit ici, je serai complètement hors course, donc je n'ai pas d'intérêt. Par contre, le Chinois, quand lui dit il faut aller utiliser du coton américain ou du coton égyptien, il va le faire, mais il va sortir un produit beaucoup plus cher. Et là, ça représente même pas 1 ou 2% de leur production. Donc ça, c'est la rareté. Et c'est là où nous sommes capables de nous différencier. C'est à partir du moment où on a la noblesse dans ces matières premières, plus qui plus est, on a la créativité, mais également on a l'originalité, l'authenticité, et en cumulant l'ensemble, on a le côté artistique, on a le côté fashion, on a énormément de choses. Et il faut aussi le faire savoir, parce que ce n'est pas aussi de produire, parce que savoir bien faire les choses, mais il faut les faire savoir aussi. Si on a effectivement les bons canaux de distribution, on a la bonne présence, on a la vraie dynamique motivée et motivante de le faire savoir, oui, là c'est le pari, il est gagné. Tu voulais rebondir? Non, non, je suis d'accord. Il boit ses paroles. Et comment justement, on dit que les Français consomment chinois, etc. Mais vous dites que les produits que vous faites, que les produits qu'on fait en France, c'est plutôt des produits d'exception. Un Français, comme n'importe quel autre citoyen lambda, peut pas en permanence acheter le haut de la pyramide. Moi, je ne crois pas que ce soit des produits d'exception. Il ne faut pas le voir comme ça, parce qu'on a l'impression, et je pense que votre communauté d'internautes va dire, qu'on aille chez Bayard ou chez RKF, nous, on ne peut pas avoir à cet accès de prix. Non, c'est vraiment, je dirais, l'exception à la française plutôt que l'exception du produit. C'est comment il a été conçu, c'est quelle culture a été amenée sur ce produit, c'est effectivement un choix de qualité, mais en termes de prix, si vous regardez bien au niveau des prix, il n'y a pas de grande différence entre le produit chinois à un niveau de qualité équivalent par rapport à un produit français. D'ailleurs, regardez avec Louis Vuitton. Louis Vuitton exporte bien tous ses produits, y compris en Chine, et là ça fonctionne.
Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est la réalité. Il faut arrêter aussi en tant que chef d'entreprise ou consommateur de se dire bon moi je peux consommer que du made in China parce que j'ai pas de sous. Non, ça c'est faux ça. Regardez dans l'alimentation aujourd'hui, on a vécu dans cette crise du confinement, on n'allait plus au supermarché, mais on allait chez le producteur en direct. Moi-même je connaissais pas à côté de chez moi, il y avait quelqu'un qui vendait des truites. J'allais tous les vendredis m'acheter des truites, voilà. Mais qui me coûtaient peu cher par rapport à un marché où il y a des charges fixes, etc. Donc il y a une structuration de l'économie française qui est peut-être aussi à revoir. Et ça, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'inciterait pas plus les chefs d'entreprise à avoir forcément moins de surface commerciale, etc. On a l'exemple d'Internet. Moi, à Paris, depuis la sortie du confinement, j'ai certaines entreprises qui ont réduit leur voilure en bureau de service. Donc, c'est des coûts différents. Donc, ces coûts-là, ils iront plus dans le coût produit, le coût de revient. Hein. Après, voilà. Ça transforme le paysage, c'est-à-dire à partir du moment où l'immobilier commercial a pris une telle ampleur dans un coût, mais d'un autre côté, à partir du moment où vous n'avez plus de commerce, ça transforme un paysage. Voilà, si tout doit se faire par Internet. Mais c'est vrai que l'immobilier de travail même commercial, c'est trop fort en termes de coûts.